Bonjour, mesdames et messieurs. Oui, donc quelques mots. Donc, peut-être que le titre de conférence qui a été donné est un peu excessif. Ça va être juste une présentation rapide. Ce que je vous propose, c'est de faire d'abord un éclairage là aussi assez rapide sur le contexte général et donc carrément mondial des vins rosés, hein, puisque j'ai choisi d'intituler cette présentation une IG dynamique dans un courant porteur pour les vins rosés. Donc on va commencer par un éclairage sur le marché mondial des rosés, puis un focus un peu plus précis sur l'histoire et l'évolution de l'IGP Méditerranée. Donc, les données que je vous présente là sont extraites de l'Observatoire des rosés qui a été construit par France Agrimer et vos collègues de l'interprofession de Provence. C'est une affaire qui a maintenant plus d'une dizaine d'années et qui est un peu compliquée parce que, comme une partie d'entre vous le savez, les vins rosés sont mal identifiés dans les statistiques nationales d'une part, mais internationales surtout. Et donc, on est conduit à faire un certain nombre d'estimations, de calculs, de recoupements. Ceci dit, donc, ce travail est fait. Vous voyez là, donc, je vais parler d'abord de la consommation, puis ensuite de la production. L'Observatoire, il couvre 47 pays, avec une vingtaine d'experts consultés dans chaque pays et le recours à des panels de consommateurs. Vous voyez que en bleu, hein, donc sur le graphique du haut, la consommation mondiale, toutes couleurs confondues, qui est stable en fait hein, depuis les 3 ou 4 dernières années, autour de 120 millions d'hectos. Celle du rosé à cette échelle apparaît modeste, mais en fait, elle est quand même importante. Et ce qui convient de noter surtout, c'est qu'entre 2002 et 2017, elle a fortement augmenté. Hein. Elle a augmenté d'environ 28%. 28%, ça fait 5 millions d'hectos en plus. Hein. Donc, ça fait quoi 70 000, 75 000 hectares de débouchés en plus. Donc, c'est quand même significatif. Dernier point sur ce graphique, on observe quand même que depuis 2014, on est dans une forme de stabilité si on est positif, stagnation si on est inquiet. En termes de part de marché, vous voyez aussi que sur la période, donc le rosé a pris plus de 2 points de part de marché. On est autour désormais de 10% au niveau mondial, avec là aussi une prudence, parce que comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, hein, l'estimation des volumes internationaux est compliquée, donc les parts de marché sont sujettes à la même prudence. Voilà pour la consommation. Dans cette consommation, la France est le premier acteur. On va voir hein, que la France est un acteur majeur du rosé. Donc là, la France apparaît en bleu, un premier consommateur de rosé au monde, devant les États-Unis. Donc la consommation en France continue d'augmenter alors que celle des États-Unis commence à baisser. On observe aussi, bien que ce soit tout en bas du graphique, que certains pays sont en forte augmentation. C'est le cas de l'Afrique du Sud, hein, qui a, alors ça, à cette échelle, ça n'apparaît pas, mais la consommation de rosé d'Afrique du Sud a doublé. Et celle d'Espagne, par contre, n'a cessé de baisser sur la période. Donc, enfin, ce mouvement vers le rosé n'est pas, enfin, est complexe, hein, et pas homogène selon les pays. Sur la production, donc après la consommation, la production, on voit que la production mondiale hein, est évidemment un petit peu aléatoire en fonction des récoltes et des conditions climatiques, mais globalement un peu stable hein, sur les dernières années. La production de rosé, elle, a augmenté, mais elle reste stable, elle aussi, pour les dernières années. L'année 2017 est sans doute pas très représentative parce qu'on est dans un contexte de récolte mondiale faible. On notera, enfin, ça saute pas aux yeux comme ça, mais que la baisse est moindre pour le rosé que pour la totalité des couleurs. Donc on a une forme d'amortissement des rosés, ce qui voudrait dire que quand la production baisse, un certain nombre de pays producteurs auraient tendance à épargner un peu le rosé parce que sans doute le marché est plus porteur. Et depuis 2010, donc c'est ce qu'on voit sur le graphique du bas, la part de marché semble stable au niveau de la production. En France, enfin, là vous avez sur ce graphique la totalité
des productions, enfin des principaux pays. Et la France donc, est le premier producteur mondial de vin rosé depuis 2002, depuis qu'on suit cet observatoire, avec un phénomène marquant quand même, c'est que depuis 2014, la production de rosé en France est en baisse. Autre phénomène remarquable, alors ça peut être lié à des phénomènes conjoncturels de météo, mais aussi à des phénomènes de marché, de concurrence. On observe que l'Italie, qui apparaît en vert, là, a vu sa production de rosé s'écrouler un peu à partir des années 2010. Celle de l'Espagne en rouge a baissé également. Celle de l'Afrique du Sud, que je citais comme parmi les consommateurs, monte en rapport avec le développement de son marché intérieur. Et celle des USA, qui est ici, est en croissance régulière. Et donc c'est désormais, enfin, depuis un certain temps même, le second producteur de rosé. Et donc vous avez dans le graphique d'en dessous des choses qui sont peut-être difficilement lisibles, mais qui comparent sur la moyenne des années, je crois, 2005-2010 et l'année 2017, et qui montre qui bouge et dans quel sens. Donc la France reste en tête, mais là, le petit rond rouge indique que la production de 2017 a baissé par rapport à la moyenne. Ceux qui sont en croissance, donc c'est ici l'Afrique du Sud, et puis ces deux pays-là qui sont l'Argentine et l'autre que je n'arrive pas à lire d'ici. Donc on voit que c'est quand même ceci, juste pour montrer que c'est un paysage un peu contrasté. Il y a un mouvement général de croissance, mais avec des nuances qui méritent d'être analysées dans le détail, parce que c'est pas un long fleuve tranquille de développement unanime et général des productions de vin rosé. Après la production, l'importation, la France donc est le premier importateur mondial de vin rosé. Ce n'est pas non plus une donnée qui est forcément très connue de tout le monde. L'Allemagne l'a été longtemps, mais on est passé devant avec des volumes, vous voyez, qui ont cru de façon spectaculaire, puisque aujourd'hui, donc, on est à 3,2 millions, 3,3 millions d'hectos de vin rosé importés en France. On voit aussi que les importateurs traditionnels, que sont le Royaume-Uni qui apparaît ici en rosé, ou l'Allemagne qui apparaît en violet, sont sur des mouvements, enfin sont sur une absence de mouvement plutôt. Donc les chiffres d'importation de ces deux pays sont stables depuis au moins 5 ans. Donc en fait, si on récapitule les grands chiffres, on a autour de 8,5 millions de consos de rosé en France, une production autour de 5,5 millions et une importation autour de 3,2 millions. Si vous faites les additions, vous voyez que ça ne colle pas, mais c'est normal, puisqu'il y a d'abord tout ce qui est produit n'est pas vendu la même année, et d'autre part, on réexporte une partie des choses qu'on a produites. Enfin, qu'on a importées, pardon. En termes d'exportation, donc c'est l'Espagne qui est durablement le premier pays exportateur de vin rosé. Vous avez là donc le total donc, des volumes exportés qui est de plus de 10 millions d'hectos. La situation en 2003 et la situation en 2017, les choses n'ont pas beaucoup changé. L'Italie a perdu, vous voyez les ronds qui marquent toujours les évolutions. Donc l'Italie a perdu des volumes. Sa part de marché a baissé également. La France a augmenté en volume et en part de marché. Et l'Espagne a augmenté en volume alors que sa part de marché a un peu diminué. Mais ça reste de loin le premier acteur à l'international à l'export sur le vin rosé. Donc l'Espagne, c'est plus de 40% des volumes mondiaux de rosé. Alors, sur le marché français, c'est très clair. L'Espagne occupe le créneau des premiers prix sur le rosé, créneau sur lequel elle a bousculé et un peu évacué les producteurs italiens. Il est aussi peut-être les producteurs italiens avaient d'autres marchés plus rémunérateurs comme celui des effervescents. En France, vous avez ce graphique, mais qui n'est pas très lisible, sur lequel je vais passer assez vite,
Ça représente la ventilation des différents producteurs de rosé par catégorie. En bas, vous avez les AOP Provence, et les IGP apparaissent ici en bleu et en orange, selon qu'ils sont en assemblage ou en cépage. Ce qu'on peut voir simplement, c'est que la part des 22 pays, donc des IGP aujourd'hui, a augmenté au cours du temps. Et les parts des AOP, les volumes des AOP sont restés stables. Mais ce qu'on note aussi, c'est quand même que la production, donc en cohérence avec ce que je montrais sur le graphe total tout à l'heure, est en baisse depuis 2014. Sur le graphique suivant, on voit mieux comment ça se répartit. Vous avez là la répartition par région, donc sans surprise, la Provence fait 42% des volumes. Ensuite vient le Rhône et la Loire. Et là, par catégorie de produits, donc les IGP 24 et 20 donc, font 44% de la production, les AOP 46 un peu plus, et les vins sans IG 10. Sur la répartition régionale, là aussi, donc pas beaucoup de surprises, puisque ces chiffres-là, qui sont d'une part en superficie, d'une part en volume, sont à peu près stables sur 10 ans. Vous avez donc en volume le Languedoc-Roussillon qui fait 77% et la région Provence-Côte d'Azur qui est le deuxième en volume avec à peu près 9%. Là, on est sur tous les IGP, hein, pas seulement le rosé. Ça fait la transition avec ce que je souhaitais vous dire sur l'IGP Méditerranée elle-même. Vous avez là la courbe de la production d'IGP Méditerranée depuis l'année 2000 jusqu'à la dernière récolte. L'échelle écrase un peu l'évolution, mais c'est quand même spectaculaire, hein, puisque donc on était autour de 100 000 et que là on est au-dessus de 700, mais on est entre 600 et 700 sur les 5 dernières années. Donc il y a une croissance spectaculaire. Premier élément très, très clair. Le deuxième élément qui apparaît aussi et qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est que c'est un peu en dents de scie. Et donc ces dents de scie s'expliquent en fait de deux façons. D'une part, parce que ça reflète les aléas des récoltes et des volumes qui sont disponibles à la production dans toute la région, et d'autre part, parce que comme ça a été indiqué tout à l'heure par les présidents dans leurs interviews, ça s'inscrit dans une famille de 20 pays et d'IGP maintenant, et que donc les producteurs et les commerçants arbitrent entre les différentes productions, et que ces dents de scie sont aussi le reflet de ces arbitrages. Cette courbe-là donc concerne la répartition selon les couleurs. Et donc voilà, le blanc apparaît en vert, le rouge en rouge et le rose en rose, selon une logique qui ne vous aura pas échappé. Ceci illustre bien aussi ce qui a été dit dans les petits films tout à l'heure. À partir de 2014, on voit très nettement que le développement de l'IGP Méditerranée, le moteur de ce développement, c'est le rosé, avec des volumes de rouge qui sont stables ou en légère croissance et des volumes de blanc qui sont stables. Donc voilà, le moteur, il est là. C'est à la fois une raison de succès et une raison aussi de s'interroger sur la suite. Ceci donc illustre la répartition entre ceux qui sont des vins de cépage qui apparaissent ici en orange et les vins qui sont assemblés qui sont ici en brun foncé. Ça a aussi été indiqué par les présidents interviewés tout à l'heure. Une des caractéristiques de l'IGP Méditerranée, c'est de faire appel davantage aux vins assemblés. Et donc c'est aussi ou un des moteurs ou une des résultantes, en tout cas c'est corrélé très directement avec la croissance de la production d'IGP Méditerranée. Sur ce dernier graphique, je vais m'attarder un tout petit peu plus parce qu'il est compliqué à lire et vous m'en excuserez. Il y a 6 courbes. Les couleurs, vous retrouvez les mêmes. Les verts, c'est les blancs. Les 2 roses, c'est les rosés. Et les 2 bruns, c'est les rouges. Et donc, à chaque fois, donc, on compare la moyenne
des vins qui sont produits sur la zone IGP Sud-Est et ceux de l'IGP Med. Donc on voit que celui qui est le plus clair, c'est celui de l'IGP Med. On voit que, par exemple, sur les blancs, il y a eu un décalage, puis un rattrapage. Sur les rosés, des mouvements parallèles, puis un dépassement. Et donc on peut en fait avoir comme tendance générale la remarque que sur la fin de la période, on observe une montée de l'IGP Méditerranée et une convergence des prix vers des niveaux équivalents et des niveaux élevés, puisqu'on est au-delà de 100 € par hecto sur les 2 dernières campagnes. Donc en fait, on a ça traduit bien, ces 2 dernières courbes traduisent bien à la fois un développement en volume régulier malgré les dents de scie que j'ai évoquées et une augmentation de la valorisation. Donc en fait un vrai succès à la fois en volume et en prix et donc en valeur créée par cette IGP. Sur la période, c'est patent. Je voulais, pour conclure cette brève présentation et avant de répondre à vos éventuelles questions, dire 2 mots sur ce qu'est une IG et quels sont ses atouts. Parce que de fait, en viticulture, on a rarement le cas d'avoir une IG récente et de pouvoir se pencher sur les conditions de sa création et les facteurs de succès. Alors, de façon générale, au-delà du secteur viti, quels sont les atouts que porte une IG pour conduire un projet de développement? Alors, on a l'habitude de les présenter de cette façon, en 5 atouts. D'abord, c'est des projets portés par l'amont. C'est de la création de valeur qui est initiée par l'amont. C'est des projets portés par les producteurs. Donc, ça les distingue nettement par exemple, d'une marque distributeur qui est tout le contraire, qui est une création de valeur potentielle, mais portée par l'aval, ou d'une marque industrielle qui est portée par les metteurs en marché. C'est aussi des projets collectifs. Il y a forcément un collectif à l'origine de cette IG. C'est ce qu'a très bien montré le film il y a quelques minutes. Ça repose sur un cahier des charges complet. C'est évidemment le cas dans le secteur vin, avec des conditions de production, des conditions de transformation et de conditionnement, etc. Et donc ça aussi, je mets ça là parce que ça fait une différence avec les formes de différenciation qui existent et qui sont un peu monocritères. Voilà, ça n'existe pas dans le secteur vin, mais je pense à des choses comme sans OGM ou sans gluten. Voilà, on n'est pas dans ce schéma-là d'une différenciation marketing un peu artificielle. On porte derrière le signe un cahier des charges complet avec tous les éléments que j'ai indiqués et bientôt en plus des critères sur le respect de l'environnement et des réponses aux attentes sociétales. 4e point, dans les IG, il y a un caractère officiel, à la fois dans l'administration de la mécanique générale qui est assurée à l'INAO par des comités où les professionnels décident entre pairs de la façon dont sont reconnues et dont évoluent les différentes IG, et puis aussi, et ce n'est pas négligeable, dans le caractère du contrôle, puisque ce contrôle par tiers qui existe dans toutes les IG, il est certifié, et l'INAO assure une supervision de l'ensemble des organismes de contrôle et garantit donc la bonne tenue de l'ensemble. Et enfin, et ce n'est pas le moindre des atouts, les IG sont des noms protégés dans le monde entier, c'est-à-dire que pour Méditerranée, par exemple, qui est un nom qui fait envie, on assure une veille internationale de tous ceux qui peuvent usurper le nom Méditerranée, et on leur écrit, on les poursuit quand on peut, etc. etc. Et c'est un système qui, à l'échelle mondiale, est relativement rodé et fonctionne assez bien. Pour vous donner un exemple qui est une anecdote, on a été informé de quelqu'un qui détournait le nom de Champagne dans un food truck quelque part à Adélaïde. Donc c'est un camion à Adélaïde. Mais il ne passe pas à travers des mailles, il a été repéré et on lui a écrit. Alors je n'ai pas été vérifié s'il avait arrêté. Schématiquement, donc, on a aussi regardé sur toutes les IG, et c'est le cas un peu pour celle-là. C'est un des travaux d'une des commissions, la commission économie de l'INAO, de réfléchir un peu à l'économie des IG. Cette commission est d'ailleurs animée par un des présidents qui a été cité dans le film, qui est Denis Roum.
on se demande quels sont les facteurs de succès, parce qu'au-delà des atouts, pour transformer les atouts en partie réussis, il y a une stratégie à avoir. Et donc, on peut résumer les choses autour de deux axes. Il faut d'abord un produit, et il faut ensuite un collectif. Le produit, on a bien compris dans le petit film que sa définition, elle s'est quand même construite un peu en marchant, qu'initialement, il y avait une idée de positionnement général et que c'est ensuite, au fur et à mesure des opportunités, que le produit s'est construit. Mais aujourd'hui, il porte une identité et c'est une des formes de différenciation les plus intéressantes qu'il faut continuer à entretenir. Et ceci ne se réussit pas sans collectif. Le deuxième facteur clé de succès, c'est un groupe d'hommes qui a une vision commune du produit et qui, ensemble, définissent une stratégie pour faire valoir cette valeur du produit, le cahier des charges qu'il sous-tend, les politiques générales de développement que ça suppose. Donc ça, on voit ça dans la plupart des IG comme facteur clé de succès. C'est clairement le cas sur l'IG qui nous réunit aujourd'hui. Et donc, ça me permet, en guise de conclusion, et comme ça a été évoqué par certains des présidents dans le film, de dire, voilà, maintenant, au bout de 20 ans, la question qui se pose, c'est quelle stratégie pour les 10 années à venir, et donc quel type de gouvernance on met derrière pour définir cette stratégie qui soit susceptible de réunir un consensus. Et maintenant, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Monsieur Barlier. Je crois qu'on peut en effet l'applaudir et le remercier de ses interventions. Je vais peut-être vous proposer cette fois-ci de prendre le micro à la main parce que ça sera peut-être plus facile. Qui veut poser la première question? Alors, vous avez vu qu'on a terminé cette intervention par des questions, mais enfin, vous pouvez peut-être y apporter des réponses si vous le souhaitez. On est dans le débat, ou bien poser donc d'autres questions à Monsieur Barlier. J'aurais tendance à vous demander, par rapport à votre dernière intervention, Monsieur Barlier, sur les capacités, j'allais dire, alors peut-être pas d'innovation, le mot est peut-être un peu fort, mais d'inventivité que donne l'IG. Ça permet aujourd'hui d'être créatif sur un produit qui est considéré comme un produit aujourd'hui qui est un produit de plaisir. Donc, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir une certaine souplesse sur ce qu'on peut créer comme produit ? Alors, je parle sous l'œil du président du comité des IGP20, qui est Eric Paul, et donc je vérifie. Oui, alors, la formule que vous avez utilisée me paraît la bonne, une certaine souplesse. C'est-à-dire que les IGP, par définition, c'est une conception à l'échelle d'un territoire, donc avec des variations et des marges d'adaptation, mais pas une souplesse complète, c'est-à-dire qu'il faut que ça garde une identité, on reconnaît un produit qui existe, on ne peut pas créer ex nihilo des choses complètement nouvelles, il faut que les choses représentent une forme de reconnaissance liée à une géographie. Et donc l'histoire de l'IGP Méditerranée le montre bien. Il y avait un besoin, un choix économico-commercial, mais qui s'appuyait sur une réalité de deux bassins de production voisins et avec un certain nombre de traits communs, et qui portait un produit. C'est-à-dire que la place sur le marché d'une IG, notamment d'une IGP 20, c'est celle-là. C'est une place intermédiaire entre une créativité complètement ouverte et adaptée au dernier vent qui passe, ce qui n'est pas mal en soi, et un ancrage malgré tout dans le territoire. Donc c'est une position intermédiaire, mais les volumes et les valorisations observées montrent que ça n'est pas étranger au succès. Vos questions ? Alors peut-être une autre, puisqu'on est sur les aspects économiques. Est-ce que tout cela amène une valorisation des domaines ? Parce que vous avez donné beaucoup de slides, mais concernant les domaines viticoles, est-ce qu'on a aujourd'hui, sur ceux qui sont sur cette IG, des évolutions favorables ? Et est-ce que vous avez des statistiques à ce sujet ? Alors moi, je ne suis pas un spécialiste du foncier. Moi, ce que je vois, c'est que si on développe les volumes et qu'on développe le prix, on crée de la valeur. J'imagine que les coûts de production n'ont pas dû s'envoler à la hauteur avec le même delta que... et donc, globalement, ça a dû créer de la marge. Et ce schéma-là fait aussi que, j'espère en tout cas, ça permet une répartition de cette valeur ajoutée entre les producteurs et les metteurs en marché d'une façon plus équilibrée que si ça avait été la marque distributeur
de X ou Y. Bien. Oui, je vous passe le micro. Oui, Frédéric Hermine, Terre de Vin. Est-ce qu'on sait le pourcentage sur IGP-Med des producteurs mixtes qui font et IGP et AOP de mémoire? Moi, je ne le sais pas, mais j'imagine que c'est élevé. De mémoire, Pays Doc, c'est 80%. Est-ce que c'est autant Quand ici, vous dites mix, qui font aussi des AOP, des AOC? Oui, AOP, IGP. Je pense que c'est la même chose, mais c'est plutôt un des présidents d'ODG, là. Même plus dit la directrice, voilà. Ouais. Merci. Alors maintenant que la première question de la salle a été posée, il va y en avoir plein, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, non? Allez-y, je vous en prie. Oui. Stratégie de... Oui. Ah, vous pouvez les lui poser, mais j'ai l'impression que c'est lui qui les pose. Donc, vous voyez, dans ce slide. Donc, on peut ouvrir le débat. Alors, est-ce que par rapport à cette... J'ai cru comprendre que c'était un peu à l'ordre du jour, un peu plus tard, mais bon... non, moi, je me posais la question... Enfin, voilà, je me dis, au bout de 20 ans, voyant ce qu'est... 20 ans, c'est pas très vieux, hein, pour une IG. Et on voit des IG qui ont 20 ans. Il y a une IG jumelle, hein, de l'IGP Méditerranée, née la même année à quelques mois d'intervalle, qui est l'AOP Piment d'Espelette. C'est un des succès d'AOP qu'on a l'habitude de citer, avec beaucoup moins de producteurs, mais des gens qui sont passés de 15 producteurs à 200 producteurs. Hein, donc ça... avec les mêmes caractéristiques, un produit bien identifié et un collectif dynamique. Comment on peut expliquer, par exemple, que l'IGP Atlantique n'a jamais décollé alors qu'elle a été créée à peu près pareil au même moment? La question porte sur l'IGP Atlantique, voilà, si vous avez pas entendu. J'ai... voilà. Non, j'ai pas... Enfin... Je n'ai pas de réponse claire et définitive à cette question. Je ne sais pas. On voit bien quand même dans les deux cas, sur ce que je connais du vin de l'IGP Atlantique, hein, c'est aussi une forme de différenciation dans un univers où là les AOC sont encore plus présents, hein, c'est ceux de Cognac et de Gironde. Hein, donc c'est un positionnement collectif. Donc ensuite, je ne connais pas le collectif de l'Atlantique, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu les mêmes hommes. Hein. Je pense que ça a été dit un peu indirectement avec le film des présidents, mais un des succès, c'est les hommes. Hein. Jean-Claude Pellegrin. Oui, alors c'est à la fois une remarque et à la fois peut-être une petite correction par rapport à ce qui a été évoqué sur les membres fondateurs de l'IGP Méditerranée. Le département des Bouches-du-Rhône, au moment de la création de l'IGP Méditerranée, n'ont pas été membres fondateurs. À l'époque, les 22 pays des Bouches-du-Rhône, dont je connaissais bien le président, qui est un gentil garçon, et le conseil d'administration n'avaient pas souhaité rentrer dans Méditerranée pour une raison simple, parce qu'on parle d'économie. À l'époque, et ça devrait nous faire réfléchir collectivement, les 22 pays des Bouches-du-Rhône rouges se vendaient à 540 francs l'hecto. Donc vous ramenez ça à 20 ans en arrière et vous avez le différentiel des prix des IGP aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi se mettre les mains sur la tête ni se jeter par terre en pensant qu'on vient de découvrir la poule aux œufs d'or. Pendant cette période-là, sous la houlette du président du Cévise à l'époque, Jean-Louis Piton, la réflexion, elle est née et on est passé au-delà de cette valorisation des 22 pays des Bouches-du-Rhône pour entrer dans Méditerranée. Mais effectivement, les membres fondateurs, la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse, le Var, pardon Eric, le Var, sont les membres fondateurs, pas les Bouches-du-Rhône. Mais bon, aujourd'hui, on a réparé, j'allais dire, ce petit retard, puisque le département des Bouches-du-Rhône, avec les IGP des Bouches-du-Rhône, sont le deuxième plus gros contributeur en volume de la dénomination Méditerranée, derrière le Vaucluse, bien sûr, qui pour le moment garde le leadership. Voilà. Rappelez-vous quand même de cette nuance sur le prix, 540 francs l'hecto en rouge, il y a 20 ans. Voilà. Faites la conversion, vous allez voir,
on n'est pas si loin que ça de la réalité et on n'a pas beaucoup augmenté depuis. Alors, autre intervention. Monsieur, je vous passe mon micro, voilà. Jean-Michel Emeric, directeur adjoint de la Direct PACA et notamment en charge des questions liées au contrôle des vins. Votre présentation a le mérite de montrer que l'IGP Méditerranée s'inscrit notamment sur les rosés dans le cadre d'un succès qui est un succès mondial en fait, puisque c'est un marché qui est extrêmement porteur, qui est valorisé aussi au niveau des prix de vente. Tout ceci, me semble-t-il, fait des jaloux. Et le terme Méditerranée, aujourd'hui, est revendiqué par d'autres que les départements et le pays qui aujourd'hui est le détenteur de cette IGP. Et je pense en particulier aux Espagnols, qui revendiquent maintenant clairement le fait que la Méditerranée, c'est également l'Espagne, et qui vont probablement contester le fait que la France ait une IGP Méditerranée. Par rapport à ça, en tant qu'Institut national des appellations d'origine et de la qualité, quel est votre sentiment sur l'évolution justement de ce que pourrait être l'IGP Méditerranée? J'ai cru comprendre que vous cherchiez un autre nom, si je ne me suis pas trompé, au niveau de la profession. Non, je ne sais pas, parce que j'ai vu une évolution tout à l'heure. Vous prêchez le faux pour savoir le vrai. Je l'ai mal interprété. Je l'ai mal interprété. Non, alors, sans jouer les oiseaux de mauvais augure, simplement, à partir du moment où il peut y avoir une contestation... Je suis pas sûr que ce soit le jour et l'endroit. À partir du moment où il peut y avoir une contestation sur le nom, vous avez évoqué Champagne tout à l'heure. Vous savez que les viticulteurs de Champagne, depuis plus de 80 ans, presque un siècle, ont très nettement protégé la dénomination. Pour Méditerranée, il y a clairement aujourd'hui, notamment du côté des Espagnols, c'est pour ça que je l'évoque, la volonté de revendiquer aussi la possibilité d'utiliser le terme Méditerranée. Donc je voulais savoir si ça constitue un handicap ou pas, et quelle parade, alors d'une part la profession bien entendu, mais également l'INAO pouvait mettre en place par rapport à ça. Je vous l'ai dit, le protéger, c'est un des atouts des IG. Pour prendre des choses de la vallée du Rhône, il y a beaucoup de noms qui sont partagés. Prenons Hermitage, évidemment c'est un grand cru de la vallée du Rhône, mais Hermitage c'est un nom qui renvoie à ermite, et donc il y a pas mal d'endroits de la Roumanie au Portugal qui s'appellent Hermitage. N'empêche qu'on défend Hermitage à chaque fois qu'un Portugais ou un Roumain veut l'utiliser sur du vin, en disant bah non, il y a un Hermitage en Côte-du-Rhône, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Vous appelez ça de l'intimidation si vous voulez, mais en tout cas on le fait. Et pour l'instant ça marche à 99,9%. Alors c'est sans doute plus facile sur Hermitage, j'ai pris volontairement quelque chose d'assez réduit, que sur Méditerranée, où objectivement on peut difficilement contester que une partie de l'Espagne et la Méditerranée comme rivage. Et de même, on a le Portugal sur l'Atlantique, sur le vin de l'IGP Atlantique, et le Portugal fait partie à une berge sur l'Atlantique. Donc, en effet, c'est un peu plus compliqué pour Méditerranée que pour d'autres, mais ceci dit, donc, c'est une IGP, il est enregistré à Bruxelles sous ce nom-là, il bénéficie de la protection communautaire comme tous les autres, et donc, on a une veille internationale, votre question me permet de revenir d'un mot là-dessus, donc, qui suit mon truck food à Adélaïde, mais qui suit aussi les Espagnols quand ils utilisent le nom Méditerranée. Et si je fais une courte statistique sur l'année 2018, il me semble qu'on a dû écrire 2 fois ou 3 fois à des Espagnols qui avaient un nom qui rappelait la Méditerranée, donc à l'office, enfin aux Espagnols ou à l'Office européen sur la protection des IG. Pour l'instant, sans contentieux, les gens ont arrêté. Donc on a bien conscience que c'est un peu plus fragile que d'autres. Pour l'instant, ça tient et on va continuer. Jean-Louis Piton, pour conclure sur ce sujet. Alors, avec une autre casquette que celle de président fondateur, mais celle de président du conseil permanent de l'INAO, on savait dès le début que ce nom
aurait peut-être de temps en temps des difficultés, qu'il faudrait se battre très fort, et on se battra très fort. On a le cadre juridique pour le faire, et je pense qu'il faut que nous nous battions très fort ensemble, parce que dans les compétences partagées que nous avons entre vous, services de l'État, et nous, établissements publics, il faut que nous tapions ensemble sur les mêmes sujets. Quand c'est facile, faisons-le très vite, et quand c'est peut-être compliqué, peut-être qu'on aura un peu plus de mal à aboutir, mais on se battra ensemble. Mais je crois que personne ici n'avait envisagé de rendre le nom à qui que ce soit. On l'a préempté, on a pris des risques, on sait que c'est compliqué, mais on le garde. Voilà. Voilà, bon, c'est la bonne conclusion à cette première partie de l'après-midi. André Barlier, merci beaucoup de votre participation à cette réunion.